Lours. Bonjour Anne. Nous sommes heureux de votre aide ce matin. Vous êtes l'auteur d'un roman, La révolte des silencieux, chez Oda Izarn, qui a eu tellement de succès qu'il est épuisé. Mais il va être en réédition. Non, c'était pas Oda Izarn, c'était Atelier Faut le faire. Mais peut-être qu'on peut le trouver sur les sites de livres, Amazon, oui. sur les livres d'occasion. Oui, Amazon. En tout cas, vous l'avez agrandi avec quelques nouvelles. C'est un livre de nouvelles. Vous l'avez agrandi de quelques nouvelles fameuses que j'ai lues et nous attendons avec impatience cette parution. Et vous êtes par ailleurs un observateur du monde, avec un petit brin d'ironie, un petit brin de recul, qui fait du bien. Et donc, c'est à ce titre que vous allez nous parler ce matin, de façon louangeuse, d'un beau livre, Le temps des peurs, de Michel Maffezoli. C'est publié au Cerf, je crois, non ? Cerf, Au oui. Cerf, oui. Alors, qui est Michel Maffezoli, pour ceux qui seraient encore ignorants ? Et pourquoi avez-vous aimé ce livre ? C'est un professeur émérite de la Sorbonne qui avait une chaire prestigieuse de sociologie et qui, lui aussi, est dans une autre dimension, plus importante que moi, bien entendu, a un certain recul sur notre société, et qui est vraiment un observateur très fin. Un observateur à la fois avec un sens aigu de la critique, mais aussi, je pense qu'il cherche aussi les raisons d'espérer. Ce qui est tout à fait votre cas. J'essaye. Et il s'exprime d'une manière très simple, chaleureuse, avec de l'humour. Avec un léger accent. Ce qui donne toujours une impression d'authenticité. Oui. Alors, c'est un peu un dandy, c'est un monsieur qui a un certain âge, mais qui ne les fait pas du tout. Il est plein de vie, et on a envie de lire son bouquin parce qu'on a envie d'être près de lui. Ouais. En tout bien, tout honneur, non, je précise que de nos jours, on ne sait jamais. Mais voilà, donc Michel Maffezoli donc a édité très dernièrement, cette année, Le temps des peurs. Et Le temps des peurs, eh bien, ce livre commence par une exergue. Une exergue qui est en fait une phrase de Machiavel, une sentence de Machiavel qui dit « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. » Et Dieu sait que c'est vrai. Et ça a été repris par des philosophes américains, anglo-saxons, oui. anglais. Oui. Et des gens moins philosophes, mais malheureusement très très efficaces, comme Goebbels. Oui. Voilà. Bien. Alors d'ailleurs, à propos de Machiavel, et je fais une toute petite parenthèse, moi je serais très curieux et très intéressé que notre président de la République publie le mémoire qu'il a réalisé sur Machiavel, qui a été fait quand il était à Paris-X-Nanterre. Et ce mémoire qui doit faire une centaine de pages, on n'arrive pas à le trouver. Quel était le titre ? Je ne sais pas, mais ça portait sur Machiavel. 100 pages, c'est un mémoire de maîtrise. De maîtrise ou de DEA, enfin certainement de maîtrise. Et alors moi, j'aimerais bien qu'on l'ait, parce que j'aimerais bien profiter de sa science. Et puis ça éclairerait certainement un petit peu sa façon peut-être de nous gouverner. Et il a disparu. Mais écoutez, on ne le trouve pas. Voilà, donc il faut faire un appel à nos téléspectateurs, si par hasard ils en ont un exemplaire, qui nous l'adressent. Voilà, ça sera, je pense, un acte tout à fait positif pour la République française. Bon, alors ça c'était une petite parenthèse, et revenons à quelque chose de très intéressant, Michel Maffezoli. Et donc Michel Maffezoli, effectivement, traite du sujet de la peur, et il constate que, par exemple en France, depuis quelques années, si on passe en revue la question des gilets jaunes, le Covid, la guerre, le climat, tout ça, ce sont des sujets importants, bien entendu, mais qui ont été traités de telle façon qu'ils nous fassent peur. Bon. C'est pas rassurant. Et face à ces sujets qui nous font peur, il n'y a pas grande institution pour nous rassurer, justement. Notamment, par exemple, l'Église, la spiritualité. Non, parce que l'Église épouse toutes ces peurs. Ah oui, on est foutus. oui. Ça, c'est un petit soldat
il y a eu le ralliement, mais là, c'est plus du ralliement, quoi. C'est de la reptation. C'est extraordinaire, mais enfin bien. Voilà. Il faut dire qu'avec le pape qui gouverne cette Église en ce moment, c'est normal qu'on soit dans cette logique de reptation. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre professeur émérite Michel Maffezoli? Eh bien, il nous dit, par exemple, et je vais me permettre de le lire, parce que ça sera le plus simple, « Le cœur battant de mon analyse, et ce depuis plusieurs décennies, est de rendre attentif à l'envahissement de la socialité par le Léviathan, l'État. Figure de l'État tout-puissant, de sa technobureaucratie se focalisant en ce moment sur une sorte de tyrannie médico-politique au moyen d'une stratégie de la peur. Il s'agit là d'une logique de domination qui, fréquemment, revient sur le devant de la scène sociale et qui peut se résumer fort simplement, et là, si vous voulez, il y a une synthèse extraordinaire, « Je te protège, tu te soumets. Je te protège, tu te soumets. » C'est exactement ça. En fait, on pourrait rajouter « Je te fais peur, je te protège, tu te soumets. » C'est la technique de la mafia. Ah oui, c'est vrai. C'est la technique de la mafia. Alors, la mafia a repris cette technique aussi, vraisemblablement, même sûrement d'ailleurs, des seigneurs, des hommes politiques qui ont gouverné les différentes sociétés, etc. C'est toujours la même chose. Je te fais peur, je te protège, mais tu te soumets. Voilà. Et alors on se soumet de différentes façons. On se soumet par l'argent, on se soumet par la prosternation, on se soumet par les idées, etc. Enfin, on peut se soumettre... D'ailleurs, il y a un slogan dans toutes les entreprises qui imposent des règles, c'est toujours « pour votre sécurité ». Ah oui, oui, bien sûr. C'est la phrase clé. Ah bien sûr, bien sûr. J'ai une amie qui a travaillé dans les grands groupes anglo-saxons, internationaux, et il y avait des affiches partout. C'est pour votre sécurité. Ah ben c'est toujours pour votre bien. Pour votre bien, bien sûr. Un peu plus loin, Michel Maffezoli ajoute « La fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes jouaient sur la crainte de l'enfer et du purgatoire et cherchaient à développer les moyens d'y échapper. » Bon, il y avait un certain équilibre. Il y avait de la peur, mais il y avait une rassurance. Mais depuis la philosophie des Lumières, le pouvoir établi s'est employé à sauver le monde à la place de Dieu, en proposant un salut terrestre, celui d'un bien-être à courte vue. Et qui n'arrive pas. Et qui n'arrive pas et qui n'est pas du tout rassurant, bien entendu. Tant puisque c'est le camp de concentration généralisé. Voilà, et continuons avec toujours très fort, notre professeur, très fort, qui cite Chateaubriand. L'aristocratie connaît 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Je pense que nous sommes dans l'âge des vanités. Oui, absolument, oui. Redites-nous alors l'âge des supériorités. C'est le moment de la conquête. Oui, c'est le moment où effectivement l'aristocrate s'impose. Oui, oui. L'âge des privilèges, là, ça roule tout seul. Oui. Il profite de ça. Et enfin l'âge des vanités. Je trouve que cette citation de Chateaubriand est tout à fait adaptée à notre époque. Un peu plus loin... je dirais même vanité et avidité. Oui, Parce qu'il y a là, il y a quand même... oui, parce que il continue à profiter de ses privilèges. Forcément, ils vont pas se... Bon. Et d'ailleurs, si vous voulez, je pense que nos gouvernants actuels, en tout cas une large part de nos gouvernants actuels, sentent bien que ces privilèges, ils pourraient à un moment ou à un autre s'arrêter. Par exemple, les États-Unis, je pense qu'ils ont une certaine sensation qu'en ce moment... Ça craint. Oui. Pour leur matricule. Oui, voilà. Bon, alors... Et Michel Maffezoli continue et dit « De la même façon que l'Empire romain décadent maniait le pain et le cirque, le pouvoir en place a mis en scène la peur, distribué primes et aides, quoi qu'il en coûte,
oublieux du fait que distribuer l'argent public, ce n'est jamais que rendre au contribuable une partie de sa contribution. Donc il rappelle que le romain, la logique romaine, le mécanisme romain, c'était du pain et du cirque, et nous, c'est la peur et du fric. On fait peur, et on vous achète un peu, Donc là, on est verrouillé dans les deux façons différentes. La peur et le fric. Ah, merci. C'est vrai que toute notre après-guerre a été achetée achetée. Les professions se sont fait acheter. Les agriculteurs se sont fait acheter avec leurs subventions. Les médecins se sont fait acheter par des systèmes de conventionnement. Bien sûr. Chaque profession s'est fait acheter. Les médecins, de toute façon, de nos jours, ce ne sont plus des professions libérales. Il y en a quelques-uns qui sont libérales. Il y en a quelques-uns, mais très rares. Oui. Très rares, et ils le payent souvent, d'ailleurs. Oui. Mais les autres, ce sont des fonctionnaires de la sécurité sociale. Et pourquoi, en France, on ne reverra jamais les exclus? C'est parce qu'ils ont vu que c'était des insoumis parfaits, et que le système ne veut pas d'insoumis. C'est quand même là la grande nouveauté de notre époque. Les médecins étaient des gens extrêmement indépendants. Bien sûr. Et c'est terminé. Et alors, ce qui est assez drôle, et c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est que dernièrement, il y a une pétition, justement, de syndicats de médecins qui s'insurgent contre le fait que le pouvoir actuel, le pouvoir qu'ils ont servi d'une manière tout à fait... servile. Voilà. Maintenant, leur demande de prendre même des nouveaux patients, alors qu'ils peuvent refuser des nouveaux patients, donc il faut qu'ils travaillent plus. Et je ne sais plus, ils ne les augmentent pas plus que ça. Et puis il y a encore une autre injonction. Il faut qu'ils acceptent de partager leur profession avec des gens beaucoup moins diplômés qu'eux. Il faut qu'il y a des infirmières qui vont pouvoir faire des actes qui d'habitude relevaient du médecin. C'est-à-dire que par exemple, vont pouvoir faire des renouvellements d'ordonnances. Vous êtes un hypertendu, par exemple. Tous les 3 mois, vous allez voir votre médecin pour qu'il vous prescrive un médicament contre l'hypertension. Mon Dieu, effectivement, une infirmière ou un pharmacien qui aura reçu 2 ans de formation pourrait très bien le faire. C'était en fait avant les officiers de santé. Le mari de Madame Bovary, c'est un officier de santé. Bon, ça a créé l'ennui de Madame Bovary, mais enfin bon, voilà. Il y a de grosses conséquences. Bon, et puis alors aussi, et on va terminer par là, parce qu'il faut quand même que nos amis... est encore des surprises. Voilà, et il y en a plein dans ce bouquin. Et Michel Maffezoli cite Hannah Arendt. Hannah Arendt qui signale avec justesse que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit à rien. Un peuple qui ne peut plus croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Très, très intéressant. Voilà. Si vous voulez, toutes ces petites citations, ce choix rapide que je vous ai proposé, est vraiment une description de la qualité de ce livre qui est d'abord tout à fait pertinent par rapport à ce que l'on a vécu depuis plusieurs années, et qui nous aide nous conforte en quelque sorte dans les impressions que l'on a pu avoir, ou nous explique aussi certaines choses qu'on a pu ressentir sans vraiment les formuler. Et souligne les raisons pour lesquelles on en est là. Oui, voilà. Et alors, et comme je vous disais, c'est quelqu'un qui cherche toujours le petit coin de ciel bleu dans un ciel de nuages. À un moment donné, il nous dit que, en fait, cet embrasement, cette impression de conflagration, cette impression de fin du monde, cet embrasement est le signe, ou en termes ésotériques, l'intersigne de la réconciliation. Donc il pense qu'après, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir une guérison. Réconciliation dans laquelle la peur est remise à sa juste place, ou elle sera remise à sa juste place, celle où elle est acceptée, mais contrebalancée par son contraire, la joie de vivre. Voilà, la joie de vivre. Et effectivement, ça aussi,
Par exemple, dans les crises qu'on a connues, le pouvoir ou les pouvoirs dans le monde entier ont fait en sorte, avec toutes les mesures qu'ils ont prises soi-disant pour nous protéger, de nous séparer les uns des autres et de faire éteindre cette joie de vivre, cette joie d'être ensemble, etc. Il faut rappeler que le diable, c'est le diviseur. C'est le diviseur, oui. Voilà. Vous savez que le taux de suicide chez les jeunes a tragiquement augmenté. Bien sûr. Voilà, Michel Maffezoli, Le temps des peurs, aux éditions du Cerf. Eh ben, merci beaucoup. C'est fou de trouver en aussi peu de temps autant de raisons de lire un très beau livre. Alors, vous vouliez nous parler de grandes déportations. Ah oui, alors il faut expliquer. C'est évidemment pas la déportation de ces millions de Juifs pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale dont je veux parler. Mais si vous voulez, c'est un petit peu justement en observant tout ce que l'on nous inflige, tout ce qu'on nous impose, je me disais que, en fait, on essayait de nous mettre à côté de l'endroit où on devait être, de nous déraciner en quelque sorte. D'où le terme « on nous déporte ». Hein, quand on est sur une voie, on prend un virage, on le prend mal et on va dans le bas-côté, on se déporte. Absolument. Voilà. C'est dans cet esprit-là que je disais qu'effectivement, on est victime d'une certaine grande déportation. Alors il y a d'autres choses. Nous sommes victimes, sans doute, même certainement, du grand remplacement. Mais là, on nous déplace, on nous déporte. Oui, c'est très très juste comme image. Voilà. Et je pense que on le fait maintenant très souvent. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Par exemple, le domaine de la santé. Jusqu'à maintenant, on nous disait, si vous êtes malade, il faut vous soigner. Là, dernièrement, on nous a dit, si vous êtes malade, vous restez chez vous, vous ne soignez pas, et puis surtout, on va vous vacciner, et tout va aller très bien. Apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, je ne voudrais pas tirer des ennuis à notre chère télévision, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des... Et puis on le voit dans le monde entier. Quoi. Le monde entier nous dit bien qu'il y a des problèmes. Quoi. Bon, on verra. Hein. Mais à un moment donné, la vérité apparaît. Ça ne peut pas. La vérité, à un moment donné, éclate. Comme l'Apocalypse. On en reparlera peut-être tout à l'heure de l'Apocalypse, qui est une révélation, l'Apocalypse. C'est pas du tout une destruction. Oui, une révélation. C'est la destruction des mauvais et la mise en valeur des bons. Oui. Donc c'est positif. Donc par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, là aussi on nous déporte. Jusqu'à maintenant, on aimait le beau, on aimait l'harmonieux, on aimait le chaleureux, les belles couleurs, les belles compositions, Et puis maintenant, on nous propose des installations, d'ailleurs très souvent des installations qui sont... on se demande tellement ce que c'est que les personnels qui nettoient les musées, parfois les mettent à la poubelle. Bon, ça arrivait plusieurs fois, hein, c'est extraordinaire. C'est Vox Populi, Vox Dei. Et puis il y a une dépossession. On est quand même assez étonné de voir sur toutes les pages culturelles l'éloge fait de gens certainement très bien, qu'ils soient créateurs, cinéastes, écrivains, académiciens, qui n'ont absolument pas épousé la France, et c'est moins qu'on puisse dire. Ils tapent à bras raccourcis le plus souvent sous la France. Donc oui. Là aussi, c'est quand même on est quand même très, très, très intrigués. Ben, si vous voulez... J'en parle facilement puisque j'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé en Afrique noire, j'ai fait avec mes élèves des textes africains, des grands écrivains africains. Donc je n'ai absolument aucun problème de ce genre, mais j'aimerais que chez moi, on fasse de même et qu'on apprenne à nos enfants des contes français, qu'on leur offre des modèles français, de l'histoire française. Là, on est en pleine dérive. Ben, là aussi, si vous voulez, normalement, quand on envoie un enfant à l'école en France, on se dit, il va apprendre la France. Et toute la beauté de la France. Et bien là aussi, hop, de côté. Déporté. Voilà, c'est plus la France qu'on va vous apprendre, on va apprendre autre chose. Et puis si possible, on va quand même vous parler de la France, mais enfin, vous allez voir, hein, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Oui. Bon. Et vous savez que j'ai un jeune ami
marocain d'origine qui m'a dit, il a 20 ans, et il m'a dit, j'ai été à l'école, une école qui portait le nom de Sainte-Marie pourtant. J'ai été à l'école et on m'a appris que la France s'était construite sur l'esclavage. Et il a ajouté, or c'est faux. Vous imaginez la vérité qui sort de ce jeune homme qui est terriblement français. C'est merveilleux. Exactement. C'est merveilleux. Donc, d'un certain côté, il faut rester optimiste parce que ceux qui résistent au mensonge sont toujours là. Mais on est quand même effarés. Et l'histoire est faite par les minorités. Donc, voilà, il faut se le répéter. C'est vrai. Voilà. Donc voilà pour cette idée qui m'est venue. Si vous voulez, ça m'est venu. C'est tout simplement en lisant Simone Veil, la philosophe, qui parle justement de la nécessité de l'enracinement. Et donc, l'enracinement pour elle, c'est évidemment la condition nécessaire à l'harmonie. D'ailleurs, j'avais une amie, Catherine Paysan, que j'aimais beaucoup. Qui est merveilleuse. Et qui, alors, elle avait une image qui la symbolisait. Elle disait, moi, je suis un arbre avec mes racines, et Dieu sait qu'elle en avait des racines, mais avec mes feuilles et mes petites branches pour accueillir les oiseaux. Voilà, enraciné et en même temps ouvert au beau, à la spiritualité, à l'inconnu qui arrive, tac. Elle a écrit des romans fabuleux. Ah oui, très beau. Des romans pleins de vie, vivifiants, optimistes. Ah oui, c'était une femme courageuse, succulente, gentille, sacrée femme, oui. Elle chantait aussi. Enfin bon. Oui, elle chantait aussi. Avec Mouloudji. Elle avait comme copain Mouloudji. Elle a enregistré des chansons qu'elle avait écrites, qui sont extraordinaires. On les trouve sur YouTube. On va les chercher. Voilà. On va les chercher. Donc, je ne sais plus pourquoi j'en étais arrivé à Catherine Paysan. Les racines et l'arbre. Voilà. Les racines. Voilà. Ah oui, cherchez vos racines et donc, vous serez sauvés. Quand on perd de sa vitalité, c'est que évidemment les racines ne sont plus profondes. Mais ce problème des racines est en train d'être révélé pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels français. Et ils sont tous en train de rechercher d'où ils viennent et ils sont tous en train de revenir là où ils sont nés, où leur famille est née. C'est un mouvement qui est, Dieu merci, bien engagé, je trouve. En dehors d'une petite minorité qui trouve toujours qu'il faut aller à New York et... c'est la survie. C'est la survie. Et je crois que justement, c'est ça la force de la nature humaine. C'est qu'elle peut déconner vraiment de manière plein tube. Mais à un moment donné, il y a la nécessité de survivre. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Alors, évidemment, il faut tenir le coup jusqu'au moment de la survie. Enfin, bon. C'est très joli, votre idée de la déportation, comme ça, et du virage. C'est très, très juste. Alors, c'est le moment d'évoquer donc cet apocalypse, comme vous vouliez le faire. Oui. Alors, donc, révélation. Alors évidemment, si vous voulez, mais juste avant de parler de l'Apocalypse, il faut juste parler un tout petit peu de la guerre, enfin le sentiment de guerre que l'on vit actuellement, et qui a été notamment dernièrement, mis en exergue par le journaliste qui s'appelle Hersch, qui est un prix Pulitzer et qui a sorti un grand article sur le sabordage, le terrorisme du Nord Stream, l'explosion du Nord Stream 1 et 2, où il dit, évidemment, ce qui était pratiquement évident depuis le début, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les Russes qui ont fait exploser leurs propres installations, mais c'est Biden, la CIA, l'US Navy et puis la Norvège. Voilà. Oui, son article et sa communication est extrêmement argumentée. Tout à fait argumentée, et puis c'est pas un perdreau de l'année. Il a sûrement eu des plongeurs en ligne. Oui, il a des sources qui sont très, très fiables, ce monsieur, et il sait ce qu'il écrit. Il a fait toute une carrière on ne peut plus extraordinaire de journaliste, et il va pas changer à la fin de sa vie. Et on sait bien que, évidemment, l'intérêt
de faire sauter le Nord Stream, c'est-à-dire ces gazoducs qui approvisionnaient l'Europe et notamment l'Allemagne. L'intérêt pour les Américains, c'est de couper la Russie de l'Europe et d'affaiblir, évidemment, l'Europe. Et notamment l'Allemagne et un peu la France, parce que l'Allemagne ayant beaucoup d'industrie, la France n'en ayant plus beaucoup d'industrie, malheureusement. Voilà. Donc, il nous le rappelle et il nous le dit clairement, ce qui montre, si vous voulez, au travers de cet article, que quand on essaye d'envisager un conflit, il faut regarder avec une certaine lucidité les deux côtés. Et il ne faut jamais se dire que la faute n'est que d'un côté, loin de là. Voilà. On ne va pas aller plus loin là-dessus. Il y a un autre fait depuis, c'est le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Oui. Le maire d'Ankara vient de déclarer qu'il était possible que ce tremblement de terre ait été provoqué. J'ai entendu un scientifique spécialiste de tous ces ces phénomènes qui disait effectivement que techniquement, c'est pas impossible, loin de là. Et tout de même, ces milliers de morts dans des conditions atroces, être responsable de ça, il y a quoi quand même s'étonner. Oui, s'étonner et pas s'étonner. Hier, j'étais au Père-Lachaise. Et le long du grand mur du Père-Lachaise, oui. Un des murs, c'est une muraille presque, vous avez sur, je dirais, 200 mètres, une espèce de plaque de marbre, enfin c'est pas du marbre, c'est du fer, mais c'est sombre, qui court sur 200 mètres avec les noms de tous les poilus de Paris qui sont morts en 14-18. C'est impressionnant, impressionnant. Ouais. Vous en avez des dizaines de milliers. Ouais. Quelle horreur, voilà. Oui. Donc, si vous voulez, comme le mur à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Là, c'est les Bretons. Ouais. Et alors, j'ai pensé aussi que je ne comprends pas pourquoi le pont Alexandre III, depuis que nous fustigeons, que nos autorités fustigent la Russie, est encore ouvert à la circulation et même à la limite encore présent. Parce que je rappelle quand même qu'il a été inauguré en 1900 pour célébrer l'amitié franco-russe, ouais. Qui a été scellée en 1891. Et donc là, c'est vraiment un lien ancestral avec la Russie. Ils vont le débaptiser. Écoutez, ils vont l'appeler pont Victoria Nuland. Bon, oui, Victoria Nuland. Ça serait classe, non? Oui, puis elle pourrait venir l'inaugurer en apportant des sandwichs comme elle faisait sur la place Maïdan. Voilà. Oui, ça serait bien. Voilà. Alors, tout ça pour dire, effectivement, est-ce que toute cette ambiance et tout ce que l'on connaît au travers des actualités, etc., est-ce que ça va nous conduire à la Troisième Guerre mondiale? Alors, il y a le général Gallois, qui était le théoricien de l'arme nucléaire française, qui était donc auprès de De Gaulle. Le général Gallois qui disait que la bombe atomique, la bombe, rend raisonnable. C'est certainement assez vrai, parce que la peur, c'est le commencement de la sagesse. Comme dirait l'autre. Et c'est vrai que face à une menace de destruction aussi totale, on y regarde à deux fois. Mais il faut se souvenir de ce que disait Bainville. Tout a toujours très mal marché. Même la raison. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Et là, si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et d'autant plus que on a affaire dans cette histoire de la lutte entre l'OTAN, l'Ukraine, l'Europe d'un côté et la Russie de l'autre, on a affaire quand même, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, surtout aux États-Unis qui, à l'évidence, luttent pour conserver la première place dans le monde. Et on peut rappeler la notion qui avait été mise en valeur par Thucydide, 460 avant Jésus-Christ, qui est un historien, un stratège, qui, ayant étudié les guerres du Péloponnèse, entre Athènes et Sparte, avait expliqué que quand une puissance dominante sent qu'elle va mourir, qu'elle est menacée ou qu'elle risque de mourir, à ce moment-là, elle attaque. Bon, alors, il y a des gens qui ont contesté cette analyse. Mais néanmoins, si on sort de cette analyse, si on la sent
Si on la met à notre échelle, Bien sûr, oui. on a une position intéressante. Vous avez le voisin qui commence à vous la contester, cette position. Qu'est-ce que vous faites? Alors peut-être que vous allez négocier, c'est possible. Peut-être que vous allez l'ignorer, parce qu'en fin de compte, vous avez fait votre temps et que vous allez céder la main. Moi, ce qui me fascine, c'est la permanence de cette idée de dominer. Je ne vois pas en quoi un pays, une nation devrait dominer les autres. Si on critique, comme on le fait tous les jours, l'Allemagne nazie d'Hitler, en disant il a voulu dominer, je ne vois pas pourquoi il faudrait que l'Amérique remplace l'Allemagne nazie. L'Amérique n'a pas à dominer. D'abord, l'Amérique est fille de l'Europe. Rappelons-le, l'Amérique est fille de l'Europe. Bien sûr. Donc, si elle est fille de l'Europe, elle respecte son père. C'est ce que tous les civilisés font. Donc, c'est sur cette idée-là qu'il faut travailler. Aucun pays n'a à dominer les autres. Voilà. Oui, mais alors, si vous voulez, les États-Unis, les Américains, fils ou filles de l'Europe, oui. Mais il ne faut pas oublier que ces gens, au départ, sont partis un petit peu contraints et forcés pour différentes raisons, religieuses, la famine, etc. Et je pense qu'ils nous en veulent. Et ils nous en veulent d'autant plus qu'on les a aidés effectivement à trouver leur indépendance. Vous savez que c'est très embêtant de devoir quelque chose à quelqu'un. Absolument, on mord toujours la main qui vous a nourri. Évidemment. Hein. Donc je crois qu'ils nous en veulent beaucoup. Et d'ailleurs, l'histoire du XXe siècle montre que on dit qu'ils sont venus nous aider en 14-18. Bon, ils sont arrivés plutôt vers la fin. Bien tard. Bon, en 40, ils sont arrivés beaucoup plus tôt, mais ils en ont tiré quand même beaucoup d'avantages après. Parce que le plan Marshall, c'était quoi? C'était pas des dons, c'était des prêts, et grâce à ces prêts... Pour reconstruire notre pays. Et pour acheter leurs produits. Et donc, pour dynamiser leur économie. Donc, si vous voulez, je pense que... alors, je ne parle pas des Américains, parce que les Américains, il y a des gens très très bien, etc. Nous parlons de l'État profond. Voilà. Et il faut quand même se dire que il faut regarder à deux fois, quoi. Pourquoi ils font cela? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour terminer sur quelque chose de positif, sur Thucydide, quelques petites citations de Thucydide. L'histoire est un perpétuel recommencement. L'épaisseur d'une muraille compte moins que la volonté de la franchir. Ça, c'est très joli, oui. C'est beau. L'épaisseur d'une muraille compte moins que la volonté de la franchir. Et enfin, il faut choisir se reposer ou être libre. C'est très beau aussi. Voilà. Et c'est toujours Thucydide. Thucydide. Alors, merci Pierre pour ce rappel et ce constat de notre époque, de notre temps. Passons à une petite chronique de cinéma. Vous avez... le temps passe très vite. Comme vous nous avez déjà parlé de l'Apocalypse, on ne va pas y revenir. Non. La barque est suffisamment lourde déjà. Vous êtes allé au cinéma, alors j'aimerais votre avis sur Vaincre ou mourir, et après je proposerai 2 films. Vaincre ou mourir, c'est un très beau film que j'ai vu dernièrement et qui est une œuvre vraiment de résistance, si vous voulez. C'est vraiment un flambeau pour la résistance qui montre où est la liberté, où est le courage, où est la foi, où est le don de soi, où est l'honneur. Quand même des territoires qui sont peu visibles de nos jours. En tout cas, on nous les cache, la liberté, le courage, la foi, le don de soi, l'honneur. Charette ne s'est pas reposé. Non. Charette n'est pas resté en retraite. Non. Ouais. C'est très bien réalisé, les acteurs sont touchants, il y a toute cette ferveur du Puy du Fou qui a contribué évidemment à la création de cette œuvre. Tous ces gens, ces milliers de personnes du Puy du Fou qui donnent de leur temps, de leur vie, c'est extraordinaire. Bon. D'ailleurs, c'était très drôle. Libération, qui a tiré à boulet rouge sur ce film, disait mais comment ça se fait, ces gens qui participent à un film sans être payés? Oui. On voit la devise de Libération. Il faut être payé. Voilà.
Alors que tous ceux qui parlent de leur engagement au Puy du Fou sont absolument épanouis de se donner à cette belle œuvre. Ils sont épanouis infiniment plus que s'ils avaient gagné des milliers des cents. Bien sûr. Et enfin, si vous voulez, c'est un film qui nous remet en mémoire historiquement et d'une façon tout à fait précise, grâce notamment à Ronald Sécher, que la Révolution de 89, la Révolution française, a enfanté la terreur et le génocide vendéen. Et que cette révolution a été un modèle pour Lénine. D'ailleurs, Lénine disait « il nous faut des Vendées ». Bon, donc ça a été copié par Lénine, d'une certaine façon aussi par Mussolini, par Hitler, par Mao, par Pol Pot. En fait, que des gens de gauche, d'ailleurs, c'est que des gens de gauche tout ça. Que des gens de gauche qui sont évidemment par définition des amis de l'humanité, souffrantes, mais qui l'ont fait encore plus souffrir. C'est quand même assez extraordinaire. Il faut vraiment se méfier de ses amis. Allez-y, chers amis de TV Liberté. Moi, je voudrais ajouter à Vaincre ou Mourir, bien sûr, le dernier film que j'ai vu qui s'appelle Le Retour des Hirondelles, qui est un film chinois qui vient de sortir, et qui est à la fois un drame, mais qui est aussi le chant d'un amour merveilleux et le chant de la terre. C'est un éloge de la vie paysanne, même dans des conditions effrayantes, puisque nous sommes en Chine ces 20 dernières années, et il y a cette politique de déportation, là aussi, des paysans. La terre doit revenir aux grands groupes industriels qui vont pouvoir cultiver avec des grosses machines, et les paysans vont avoir un SMIC et ils seront logés dans des grandes tours à la périphérie des villes, d'où ils se jetteront par la fenêtre d'ailleurs, parce que ils n'auront plus évidemment aucune raison de vivre. Comme dit le paysan, on ne peut y emmener ni son âne, ni ses poules, ni ses cochons. Et alors, c'est un portrait de notre époque extraordinaire. Les deux protagonistes, un homme et une femme, sont tous les deux maltraités dans leur famille. L'un parce qu'il est honnête, donc il est maltraité par le frère aîné qui s'appelle frère or, et le second qui s'appelle frère argent. Et la jeune femme, elle est maltraitée depuis l'enfance, tellement maltraitée qu'elle a perdu, elle a un bras paralysé et elle est bancale. On les marie, c'est un mariage arrangé, ils ne se connaissent pas, ils vont se découvrir, et tout d'un coup, dans ce monde de glace, ils vont découvrir la chaleur d'un amour, et ils vont découvrir cette idée d'être essentiel à l'autre. Et ils vont faire d'une situation d'adversité totale, puisqu'encore une fois, on voit les maisons dans lesquelles ils s'installent détruites parce que frère or et frère argent vont toucher de l'argent. À chaque fois qu'ils détruisent une maison, le gouvernement leur donne 17 000 yuan, je ne sais pas combien ça fait, mais enfin bon. Donc les gars, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent. Tant pis si les gens dorment à la belle étoile. Et cette logique de je vous donne de l'argent, vous détruisez la maison ou vous arrachez vos vignes, comme on vient de le voir à Bordeaux, dans la région de Bordeaux. Et c'est donc un chant d'amour extraordinaire. Et ces êtres qui sont tout seuls, sans aucun moyen, et là c'est vraiment un chant, un éloge de la vie paysanne depuis la nuit des temps. Ils n'ont rien et ils vont réussir à avoir des champs de maïs, des champs de pommes de terre, à avoir des maisons confortables, une maison confortable. Je n'avais jamais vu un film sur la vie paysanne aussi merveilleuse. C'est en fait un film sur l'amour. C'est un film sur l'amour. L'amour salvateur. L'amour salvateur, exactement. Un chant d'amour et un chant à la terre. Et alors justement, je voulais vous dire, pour rester là aussi sur l'espoir, quand on parle du prince de ce monde et de ses différents acolytes,
D'abord, il ne faut pas le nommer le prince de ce monde, il faut le nommer, je crois, le prince immonde. Parce que le prince de ce monde, c'est trop flatteur. C'est joli, le oui. prince immonde. Et à chaque fois qu'on parle de lui ou de ses épigones, il faut toujours, pour chasser cette idée et revenir dans le bleu et dans le bon et dans le vrai, il faut toujours parler de Jésus. Jésus sauveur. Oui. Et à chaque fois, ne serait-ce que de le prononcer dans sa tête, de l'invoquer, ça chasse l'affreux. Vous avez raison, Pierre Lours. Et puis je vous propose aussi le film japonais, La famille Asahara, qui est lui un éloge de la famille. Nous avons une famille japonaise contemporaine. Et ce qui est amusant, c'est que la presse de gauche a célébré ce film sans comprendre que le film célébrait des valeurs qui n'étaient pas totalement les leurs. Et c'est l'éloge aussi du pouvoir de la photo. Et nous sommes dans un monde de photos. Et en fait, la grammaire de la photo, personne ne la connaît, personne ne l'étudie. Et nous avons un artiste, puisque l'un des deux frères est un artiste, et qui explique à quoi sert la photo. Enfin, qui, par son travail, par sa sensibilité, nous rend toute sa valeur à la photo. Qui est, je crois, plus que de faire des photos d'art, qui pour moi, c'est relatif. Il y a quelques photos d'art dans le monde extraordinaires, mais pour moi, un tableau sera toujours plus extraordinaire qu'une photo. Je ne mettrai pas une photo à mon mur, je ne sais pas si c'est pour vous, mais par contre, celui qui sait saisir un visage, qui sait saisir un instant de bonheur ou un instant de malheur, là, je pense que celui-là accomplit sa mission de photographe. Et c'est exactement ce que fait ce film, qui nous en dit beaucoup sur, encore une fois, la vie de famille, parce que les Japonais sont restés assez traditionnels. La famille est une valeur sûre. Et c'est pour ça que j'aime voir les films d'Extrême-Orient, qui sont très lents, qui sont très... C'est évidemment pas des blockbusters américains, mais finalement, c'est beaucoup mieux. Voilà, chers amis de TV Liberté, donc 3 films, Vaincre ou mourir, La famille Asahara et Le chant des hirondelles, et vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup, Pierre Lours. Et merci, Anne. À très bientôt quand vous reviendrez de vos montagnes. Absolument. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance de recevoir ce matin une directrice d'école, bonjour madame, bonjour, Florence Cassagne, et un acteur, un animateur de théâtre. Et professeur. Et professeur, Marc-Olivier Séphia. Vous avez fondé l'école Saint-Roch à Bourg-la-Reine, alors qui est une école libre, hors contrat. Vous êtes donc tranquille, vous êtes vraiment libre. J'insiste parce que beaucoup de gens pensent que les écoles sous contrat sont des écoles libres. Eh bien non. Je pense que vous n'auriez pas la même liberté autrement. Et vous avez finalement une passion pour le théâtre. Alors, je parle à la directrice d'abord, qui a eu cette idée. Alors, effectivement, l'idée de... En fait, on a ouvert une école il y a une dizaine d'années et on a ouvert le collège l'année dernière. Oui. Le collège grandit là au fur et à mesure des années. Qui va piano va sano. Tout à fait. Voilà. Et dès qu'on a ouvert le collège, on a voulu y intégrer un atelier théâtre. Parce que, si vous voulez, notre enseignement, il est fondé sur deux points importants. Le premier, c'est la langue française. Oui. Et le deuxième, c'est le rapport des enfants à leur corps, à leur environnement. Et le théâtre, c'est ce qui va permettre de faire les deux. C'est l'aboutissement des deux. C'est la langue française incarnée. Absolument, absolument. Et alors, vous avez rencontré Marc-Olivier Séphia, ou comment ça s'est fait ? On le connaissait déjà. Vous connaissiez déjà, ok. Oui, il accompagnait déjà nos enseignants dans la formation à la pédagogie de l'attention. Il faisait une sorte de support de niveau 2. C'est très beau, ça, la pédagogie à l'attention. Racontez-moi. Parce que... Pédagogie de l'attention. J'ai repris cet intitulé à Simone Veil, la philosophe, qui dit merveilleusement que l'école ne devrait servir
qu'à une seule chose, au fond, c'est développer la capacité d'attention, c'est-à-dire le fait de mieux percevoir le réel, de mieux se percevoir soi-même, de mieux percevoir les autres. Oui. Est-ce qu'on peut ajouter le mot concentration ? Oui, l'attention dans son esprit, c'est un synonyme de la concentration. Voilà, oui. Peut-être l'attention, c'est plus ouvert encore. La concentration, il y a toujours un côté un peu, un peu rigide, alors que l'attention, c'est l'ouverture au monde, voilà, l'ouverture au réel. Oui. Et le théâtre, typiquement, est un lieu où on peut développer son attention. Absolument. Et son rapport au réel. Et alors, ce qui me frappe, c'est que quand vous faites travailler des enfants, des poèmes ou des pièces de théâtre, c'est un travail finalement complet. C'est un travail, c'est pas uniquement le ton, c'est pas uniquement le rapport Exactement. au corps, c'est aussi la grammaire, c'est l'orthographe, le nombre de pieds, la signification évidemment. Exactement, la lecture consciente, la lecture précise. C'est ce qui est merveilleux dans le théâtre, c'est que ça permet de réunir, de développer toutes les facultés des élèves, aussi bien sur le plan corporel que émotionnel, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'évocation. Ça, c'est un terme auquel je tiens énormément, ce que j'ai repris d'Antoine de la Garandrie. C'est l'idée que pour bien jouer un texte, comme pour bien le lire d'ailleurs, ou pour bien écrire un texte, il faut imaginer la scène, il faut se faire un film, il faut pouvoir se raconter l'histoire. Et ce que j'essaye de montrer aux élèves, c'est que quand ils développent cette capacité à imaginer la scène, en fait, ils peuvent la jouer. Absolument, oui. C'est au-delà de la difficulté ou de la virtuosité, disons, vocale ou corporelle. Le plus important, c'est d'imaginer ce que Molière a raconté, puisque nous travaillons sur Molière, sur le Sicilien, et de le faire imaginer au spectateur. En fait, c'est le fond du théâtre. Alors, le Sicilien, c'est une pièce de Molière ? C'est une pièce merveilleuse. Que je ne connaissais pas. Que quasiment personne ne connaît. Bien contente de vous avoir invité. Je serai moins sotte ce soir. Alors, qu'est-ce que raconte le Sicilien ? Alors, le Sicilien, le thème du Sicilien, il est très proche de beaucoup de pièces de Molière, c'est-à-dire qu'il y a un vieux barbon qui veut épouser une jeunesse. Une jeunesse, exactement. Mais cette fois-ci, la manière dont Molière le traite dans Le Sicilien ou L'Amour peintre, qui est une comédie-ballet, c'est-à-dire une comédie musicale, on pourrait dire aujourd'hui, la manière de traiter le thème est très inventive et très poétique, puisque en fait c'est ce vieux barbon qui s'appelle Dom Pedro, qui est un Sicilien, c'est pour ça que la pièce s'appelle Le Sicilien, veut épouser une esclave. C'est une jeunesse qu'il a en fait achetée quand elle était très jeune et qu'il veut à la fois affranchir, libérer de son esclavage, mais, dit Molière, pour la faire passer dans un autre esclavage, c'est-à-dire le mariage forcé. Et la pièce commence de nuit, sous les fenêtres de Dom Pedro, où Adraste, qui est un jeune homme, un gentilhomme français, qui heureusement a aperçu Isidore. Il y a eu un coup de foudre, comme souvent chez Molière, il a suffi qu'ils se regardent. Et à partir de là, toute la pièce décline un certain nombre de stratagèmes pour essayer de faire échapper Isidore aux griffes de Dom Pedro. C'est une pièce très, très poétique, elle est écrite en prose, mais il y a quand même des réminiscences, il y a toute l'écriture merveilleuse de Molière, très vivante, très incarnée, très jubilatoire. Et vos enfants accrochent. Et les élèves sont non seulement accrochent, mais ça développe un travail, une faculté de concentration, et puis de découvrir ce que c'est que la joie. La joie du théâtre, c'est pas exactement la même chose que le plaisir, c'est-à-dire c'est la joie d'une difficulté surmontée. On a fait des efforts corporellement, chorégraphiquement, vocalement, de réflexion, de lecture, et donc ça amène à une chose qu'on partage en commun, qui construit un imaginaire commun, aussi bien avec les partenaires avec lesquels on joue, qu'avec le cœur. Parce que j'ai essayé de construire toute la mise en scène en partant de ce que Molière a écrit, parce que c'est une comédie-ballet, donc il y a un cœur qui chante, qui danse. Ah oui, c'est donc spectacle total. Le spectacle total, bon, on le fait c'est modestement. Mais l'important, c'est que toutes ces dimensions soient travaillées. C'est-à-dire le plan musical qui développe l'écoute, le plan corporel qui développe des gestes conscients, un rapport au corps plus aiguisé, et de permettre ce partage imaginaire, et même ce rapport à l'autre aussi, parce que c'est ce rapport avec le partenaire, le public, que l'on anticipe déjà, dont on anticipe la présence. Ce qui me frappe, c'est, parce que je l'ai fait bien des fois dans ma vie de professeur, et encore aujourd'hui dans une petite école du Sud, ce qui me frappe, c'est le silence qu'obtient
un texte lu ou un texte dit par un des enfants. Tout d'un coup, parce que c'est très difficile, surtout de nos jours, d'obtenir un silence. Oui. Les enfants sont agités, ils mangent trop de choses énervantes, ils sont... Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de facteurs, ils sont trop devant les toujours, écrans. Il y a toujours une agitation et du bruit. Oui. Même un film, il y a du bruit. Oui. Si un poème est lu ou une pièce de théâtre est dite, tout d'un coup, le silence devient de plomb. Et c'est très amusant parce que j'arrête tout dans ces cas-là et je dis aux enfants, vous entendez le silence ? Oui, c'est très juste. Et ils l'ont remarqué, ils le sentent. C'est comme si on tâtait un tissu. C'est extraordinaire. Et c'est un vrai silence. Parce que parfois, il y a des faux silences qui sont « ne faisons pas de bruit, sinon nous allons nous faire punir ». Mais là, ce n'est pas du tout ça, c'est un silence habité. C'est une concentration. C'est un silence qui évoque, qui imagine. Déjà, la diction. La diction est quelque chose de très important. C'est fondamental. Ce que j'ai repéré en tant que professeur, et pédagogiquement et artistiquement, puisque ça relie les deux, ce projet relie les deux, c'est que plus l'articulation des élèves est précise, plus leur pensée devient précise. Et donc ça, c'est passionnant de leur montrer que défendre la poésie, en général, et la poésie de Molière en particulier, c'est associer le plus étroitement possible le son et le sens. Bien sûr. Et à partir du moment où ils comprennent ça, c'est aussi une manière de les aider, comme le disait Florence Cassagne tout à l'heure, à relier le corps et l'esprit. Parce qu'au fond, le son et le sens, c'est absolument. la chair et l'esprit. En plus, nous sommes dans une société d'expression. Il y a l'expression corporelle, mais il y a aussi l'expression verbale. Tout le monde est amené à prendre la parole. Et c'est comme ça que toujours je vends mon travail, c'est qu'il faut absolument qu'ils apprennent à projeter une phrase qui soit entendue dans une grande salle de conférence avec 50 personnes. Et ça, finalement, c'est très important. Il y a des tas de gens qui parlent dans leur menton, dont le son n'est pas projeté. Et il y a beaucoup d'enfants et de personnes, de fait, qui ont une parole très bloquée, qui n'ont pas une parole consciente. Et en fait, c'est là où c'est bloqué. Oui, et le lien n'est pas toujours fait. Et donc, par le travail, notamment théâtral, et de lecture, et de jeu, ça leur montre que chaque chose dite a en fait une réalité. Elle peut être jouée, elle peut être incarnée, et donc elle a des conséquences. Elle fait changer notre vision du monde et en partie la réalité telle que nous la vivons. Oui. Donc ça, c'est très important à travailler. L'expression, c'est extrêmement important. Bon, la grammaire, moi je suis une hystérique de la liaison. Je ne supporte pas une phrase sans liaison, ça m'écorche l'oreille. Bon, mais je ne suis peut-être pas aussi dogmatique que vous sur ce plan, mais c'est important. C'est pas une question de dogme, c'est une question de musique, cher monsieur. Mais puisque vous avez tout à fait raison. C'est une question de musique. Oui, mais il faut que la musique... Parce que vous avez tout à fait raison, la musique doit suivre le sens. Parce que la difficulté, c'est que vous pouvez avoir des liaisons très bien faites et un sens qui n'est pas tout à fait adéquat. Donc pour moi, non, mais ça, c'est une fois que le sens a bien été compris, la liaison doit être là, surtout dans Molière, surtout dans une pièce où le vers est une musique elle-même. Oui. Donc, et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la liaison a complètement disparu de nos écrans. Oui, bien sûr. C'est une douleur. Et travailler aussi, par exemple, dans l'écriture de Molière, même en prose, travailler sur les muets, qui portent mal leur nom, en fait, parce qu'ils ne sont pas muets, ils sont discrets. Absolument. Et donc, il faut réussir à les faire entendre et faire comprendre aux élèves que prononcer les muets, ça n'est pas exactement la même pensée. C'est dire, là c'est un poème de Baudelaire qui me vient en tête, parce que j'ai pas pris de... Mais dire donne-moi la main, c'est pas la même chose que donne-moi la main. Viens ma douleur, donne-moi la main, dans le fameux poème de Baudelaire. C'est pas la même pensée, donne-moi la main, ça veut dire fais attention, tu vas te faire écraser, et donne-moi la main, c'est un accompagnement beaucoup plus profond. Et on a ça aussi chez Molière, ça résonne très musicalement. Et alors, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'à cet âge, ils sont extraordinairement sensibles. Ce sont des petites pages vierges, et tout ce que l'on écrit sur cette page est extraordinairement intégré, intériorisé. C'est une page vierge. Il y a beaucoup d'enfants pour lesquels il faut débloquer certaines choses. On sent que le rapport justement au corps ou à la parole n'est pas du tout évident. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez aussi bien des élèves qui vont être très agités, qu'on pourrait dire hyperactifs aujourd'hui, un peu facilement, ou bien au contraire très avachis, très atones, ou bien un peu guindés, un peu rigides. Et puis et là, le théâtre va leur faire beaucoup de bien pour comprendre que c'est pareil, le corps
c'est vivant et que selon ce que l'on joue et ce que l'on pense et ce que l'on veut transmettre, le corps ne va pas avoir la même attitude, de même que la voix va avoir des variations. Et etc. le cas de la timidité. Oui. Il y a des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer devant un public. Ils peuvent réciter devant le professeur en aparté. Ils savent parfaitement leur poème, ils l'ont récité toute la nuit. Et quand on les met en position d'un public, ils sont tétanisés. Et alors là, il y a tout un travail de mise en confiance et pour rassurer l'enfant qui a été blessé, on ne sait pas où, mais en tout cas, il est bloqué. Qui a peur d'être mal jugé, qui a peur d'être mal aimé, c'est souvent ce ressort-là. Donc il faut l'inonder de félicitations, d'approbation. On lui dit, mais tu le dis bien, il faut que tu fasses profiter ton texte aux autres. Dans ces cas-là, il y a un travail qui je trouve est vraiment très profitable. C'est de faire non seulement dire le poème, idée par idée, mais de leur faire tout reformuler. Le fait de les faire tout reformuler, ça fait qu'ils s'approprient ces idées et donc ils comprennent, ils ne sont pas juste dans un exercice formel en attendant d'être bien notés ou qu'on leur dise « oui, tu as bien le bon ton ». C'est tout, ils sont pleinement réunis. Au fond, c'est ça la concentration, c'est que j'y suis pleinement et corporellement et vocalement et sur le plan imaginaire et sur le plan de la pensée. Et tout est réuni. Et si je suis réuni, là, ça leur permet d'apprendre quelque chose de fondamental pour le reste de la vie, quel que soit leur chemin ensuite. Oui, absolument. Et puis, il y a développer cette fonction d'admiration. Quand une phrase est bien dite, exactement. L'enfant comprend que c'est un bel objet, la phrase. Et ne serait-ce que de leur faire percevoir qu'un auteur comme Molière, qui a écrit Le Sicilien ou L'Amour peintre il y a plus de 350 ans, son écriture est tellement vivante qu'elle vous parle qu'elle est presque plus vivante que nous. Au moment où on la saisit, il faut se rendre compte, c'est le premier exercice que je leur fais faire, c'était à la première séance ou à la deuxième séance, de lecture d'un texte, de la première scène. Que je pourrais vous lire si vous voulez, et souvent ils la lisent très platement. Allez-y, c'est une très bonne idée. Un très bon exercice. Nous allons c'est pour prendre vous dire, une leçon. Premier exercice, c'est de leur demander, je leur donne ce petit texte qui est le premier monologue d'Ali, c'est-à-dire le serviteur d'Adraste dont je parlais tout à l'heure, qui va aider son maître, qui a fait venir les musiciens sous les fenêtres d'Isidore, et je leur demande juste de lire ce texte à leur rythme, et ensuite de le cacher et d'écrire ce qu'ils ont retenu. Et souvent, alors qu'il y a une vingtaine d'idées, ils en retiennent une ou deux. C'est ça, Donc ils vont lire en général très platement Ali aux musiciens, et puis moi, je fais ça. Ils enchaînent, chute, n'avancez pas davantage, et demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que je vous appelle, il fait noir comme dans un four. Ils vont le lire un peu mécaniquement. Et là, juste ça, de leur montrer qu'en fait, chaque idée correspond à une réalité. C'est-à-dire que c'est pas chute, n'avancez pas davantage, c'est chut. Ça veut dire chute, ça veut dire qu'avant il faisait du bruit, c'est-à-dire que les musiciens sont venus, donc il y a toute une évocation qui va avec. La comédie-ballet, en fait, a déjà commencé. Il les a fait venir pour chanter, mais chute, parce qu'il y a du danger. Donc il y a aussi toute la logique de l'évocation. Dom Pedre pourrait nous entendre et venir nous égorger parce qu'il est prompt à faire justice par lui-même. Et ensuite, n'avancez pas davantage. Et les choses ne s'enchaînent pas mécaniquement. Il y a toute une pensée en acte du valet qui fait venir les musiciens, qui les réunit et qui leur dit ensuite « demeurez dans cet endroit », c'est-à-dire « je pense, où est-ce que vous allez pouvoir vous cacher ?» jusqu'à ce que je vous appelle. Il fait le patron. Et le valet, en l'absence du maître, est ravi de faire le maître. C'est souvent ça chez Molière. Le valet s'identifie. Et puis, normalement, il se retrouve tout seul en monologue et il dit « il fait noir comme dans un four ». Et alors, ça pourrait être pris en monologue romantique, on pourrait dire. Donc moi, ce que je leur ai proposé, c'est que tout du long, le cœur soit présent. Donc ils sont tous présents en scène tout le temps. Ce qui fait qu'il y a aussi un dialogue, comme s'ils leur racontaient une histoire, comme s'ils la racontaient à des enfants. C'est-à-dire, il fait noir comme dans un four, et le ciel s'est habillé ce soir en scaramouche. Alors, on voit l'homme de théâtre. Le valet, c'est aussi le personnage théâtral. C'est le monsieur loyal qui va prendre des tas de costumes, inventer des tas de stratagèmes qui vont plus ou moins bien marcher. C'est l'acteur italien. Exactement, là c'est inspiré de la Commedia dell'arte. Puisqu'il vient Molière vient du théâtre exactement. Italien. Mais ce qui est très beau chez Molière aussi, c'est qu'il s'inspire de la Commedia dell'arte, mais ses personnages ont toujours une dimension psychologique très intéressante. Il y a une évolution. Par exemple, ce personnage qui est à la fois très rusé et très lâche, par contre-pied, disons, comme faire-valoir du héros,
va à un moment donné se transformer, avoir un sursaut d'orgueil et dire « je ne serai plus jamais lâche ». Et il se met à parler comme un héros cornélien. C'est un tout petit peu plus loin, si vous voulez, c'est tellement beau, je pourrais y passer la journée. Mais allez-y, on va terminer sur ce passage cornélien de Molière. Mais oui, parce que souvent, hein, il a des moments... C'est pour ça que, d'ailleurs, on a dit que Molière avait été aidé par Corneille. C'est surtout qu'il s'en souvient. Il a des réminiscences de Corneille. Et donc, ce personnage qui est très lâche, qui a eu très peur que Dompèdre vienne l'égorger, d'un coup dit « Non, le courroux du point d'honneur me prend. Il ne sera pas dit qu'on triomphe de mon adresse. Ma qualité de fourbe s'indigne de tous ces obstacles et je prétends faire éclater les talents que j'ai eus du ciel. » Et il se met à parler vraiment comme un héros tragique. Et c'est très beau. Et j'essaye de leur faire comprendre ça aux enfants pour dire, vous voyez, si la langue change, c'est-à-dire que l'intériorité change. Et il voit l'aube arriver et il dit « Allons, le jour paraît ». C'est très beau, mais c'est très poétique parce que c'est à la fois un nouveau jour, mais un nouveau personnage qui naît, ou quelque chose de nouveau en lui qui apparaît. J'aimerais bien être votre élève. Merci. Alors, volontiers, venez. Je vais proposer aux téléspectateurs votre livre, Jean Gilibert, oui. ou L'autre théâtre, entretien avec Marc-Olivier Séfia. C'est chez Phébus. Liberté sur parole, un joli titre. Oui, et il y a un lien avec l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est Jean Gilibert qui était mon maître spirituel de théâtre, qui était un homme absolument merveilleux, et c'est lui qui m'avait soufflé l'idée du Sicilien, que je ne connaissais pas non plus. Quand je lui ai dit, je cherche une pièce pour jouer avec des adolescents, il dit, ah, tu devrais lire celle-ci. Et donc je suis très content de lui rendre hommage, c'est pour ça que j'ai apporté ce livre. C'est une très bonne idée, et on va regarder ce livre, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Il faut aussi leur apprendre par cœur des poésies. Ça, j'y tiens beaucoup. Absolument. D'abord parce que c'est ce qui vous reste dans l'oreille des années, des décennies plus tard. Après les avoir bien comprises et reformulées. Qu'ils ne les apprennent pas bêtement. Non, bien sûr. Parce que sinon, il y en a qui restent avec Maître Corbeau sur un arbre perché, mais 2 ans après, ils se demandent encore ce que c'est qu'un arbre perché. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu ce matin représenter votre école Saint-Roch à Bourg-la-Reine. Florence Cassagne, merci. Et Marc-Olivier Séfia de nous avoir emmenés sur les planches. C'est quand même bien l'école. Voilà, et venez envoyer vos enfants à l'école Saint-Roch. Venez voir la représentation le 9 juin. Ah, c'est le 9 juin. Le 9 juin, le vendredi 9 juin à 20h. C'est public. Et que s'il y a des mécènes qui veulent soutenir l'école Saint-Roch, c'est une école merveilleuse, très exigeante pédagogiquement et très vivante grât à l'atelier théâtre aussi. Vous faites très bien. Ah oui, c'est important, je la défends. Bien. Et certains professeurs de français qui voudraient des idées, eh bien, ils peuvent aller sur Internet. Alors, on va passer votre petite vidéo, ça sera très intéressant. Et ils peuvent aussi aller sur un blog, annebrassier.fr. En haut, il y a marqué « Écoutez et lisez » et ils trouveront mon cahier de poésie. C'était fait avec des élèves c'est enregistré sur CD aux éditions Rejoice. Et c'était les élèves de l'école Saint-Pédis à Saint-Cloud. Et j'ai été tout à fait émerveillée de voir des petits garçons dire les conquérants de José Maria de Heredia. On était sur la goélette et on partait. Exactement. On y était, c'est ça l'évocation. Et des petites filles de 8 ans chantaient les peines de l'amour qu'elles n'avaient pas encore connues, mais elles le faisaient de façon très convaincante. Et l'amour maternel, c'était l'amour de leur mère. C'était ça qu'elles disaient le mieux. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite. Qui madame ravie d'un sourire, d'un signe. Oui, en colère, on va dire. Trêve de cérémonie. Que voulez-vous? Pareil, non, pourquoi tu fais que voulez-vous gentil? Et en colère, puis d'un coup, il s'est calmé. Trêve de cérémonie. Que voulez-vous? Non, c'est pas du dessin animé. Vas-y, dans la même intention. Trêve de cérémonie. Que voulez-vous? Répétez tous. Je veux juste au jour
Les fers ici chanter. Sauf qu'on ne parle pas comme ça, donc ensuite il faut faire je veux jusque au jour les fers ici chanter. Je veux jusqu'au jour les fers ici chanter. Les voici. 1. Mais c'était mieux. Le réglage technique, avec de la joie. C'est ton amoureux qui est venu chanter sous tes fenêtres pour toi, toutes les nuits, ça fait 2 mois. Il a de la constance, on peut pas dire. Eh, cherche-le alors. Il est où? Il est où? Il est dehors, Poète. Il est dehors. Voilà, très bien. Non pas, mais qui que ce puisse être, je lui suis obligée. Obligée? Obligée? Gaudeamus,